Salut les passionnés d'automobile et bienvenue à ce Deep Dive, Ah, spécialement concocté pour Vintage Car Chronicles, oui. votre rendez-vous quotidien dédié aux voitures classiques. Mmh. Vous l'avez deviné, aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'une véritable légende japonaise, la Mazda RX-7. Tout à fait. On va parler de son design iconique, de son moteur rotatif, qui a fait sa renommée, et bien sûr de sa présence marquante sur les circuits. Absolument. Et pour décortiquer tout ça, j'ai la chance d'être accompagné d'un expert en histoire et technologie automobile. Bonjour à tous, ravi d'être là pour partager ma passion pour la RX-7, une voiture qui représente le parfait mariage entre innovation et passion à la japonaise. Alors pour commencer, on parle beaucoup du moteur rotatif, mais quel était le contexte de sa création? Comment est née la RX-7? Mmh. On est en plein dans les années 70, en pleine crise économique, et le moteur rotatif n'avait pas encore vraiment fait ses preuves en termes de fiabilité et de consommation. Oui. Pas vraiment le contexte idéal pour lancer une nouvelle voiture, surtout une sportive, non. C'est vrai, le contexte n'était pas forcément favorable, mais chez Mazda, ils avaient une foi inébranlable en ce moteur. D'accord. Ils étaient convaincus de son potentiel et voulaient le prouver au monde entier, le projet X605, et donc lancer avec un objectif clair, créer une sportive légère, capable de rivaliser avec la Datsun Z, une référence à l'époque. Hmm. Imaginez le pari osé, proposer une voiture sportive avec un moteur dont beaucoup doutaient de la viabilité. Une sacrée prise de risque. Et en termes de design, quelles étaient les inspirations pour cette première RX-7? Eh bien, pour le style, on peut dire qu'ils ont jeté un œil du côté de l'Europe, notamment vers la Porsche 924. Oui. On retrouve des similitudes dans ce design cuniforme, cette ligne de toit fiante et cette lunette arrière enveloppante. Ah oui? La 924, une voiture qui avait du style, et la RX-7 a aussi repris ses fameux phares escamotables tellement emblématiques des années 80. Oui, Mais elle a su garder un côté pratique avec son ayant. absolument. C'est plutôt astucieux pour une sportive. La RX-7 a été conçue pour être agréable à vivre au quotidien. Malgré son caractère sportif, on pouvait s'amuser sur les petites routes, mais aussi faire ses courses ou partir en week-end sans problème. Donc la première RX-7 arrive en 1968. Elle est équipée du moteur 12A, un moteur rotatif qui développe 105 chevaux. 105 chevaux. Ça peut paraître modeste aujourd'hui, Oui, mais il ne faut pas oublier que la voiture était très légère, à peine plus d'une tonne. exactement. Le poids, c'est l'ennemi de la performance. Et la RX-7 l'avait bien compris. Avec sa structure légère et son moteur compact, elle affichait une répartition des masses quasi parfaite, 50-50. Et ça, croyez-moi, c'est la recette d'une tenue de route exceptionnelle. Oui, j'imagine que ça doit être un vrai plaisir à conduire, mais avant de parler sensations de conduite, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur les différentes versions de cette première génération. Mhm. On parle souvent de la RX-7 de première génération, Ah. mais en réalité, il y a trois séries distinctes, n'est-ce pas? Tout à fait. On a la série 1, produite de 1968 à 1980, qui correspond au modèle original. C'est elle qui a lancé la légende ensuite. À partir de 1981, on a la série 2, qui apporte quelques modifications esthétiques, notamment au niveau des pare-chocs. Et enfin, de 1984 à 1985, on a la série 3, qui introduit une version plus puissante, la GSL SE. Ah oui, la GSL SE, elle est équipée du fameux moteur 13B, non? Exactement, le 13B, c'est un peu le moteur emblématique de la RX-7. Ah. Et même de Mazda en général, on le retrouvera sur plusieurs générations de la RX-7, mais aussi sur d'autres modèles de la marque comme la RX-8 ou la Cosmo. C'est un moteur vraiment particulier, avec ces deux rotors qui tournent au lieu de pistons, qui montent et descendent. Alors dites-moi en quoi ce moteur rotatif était-il si révolutionnaire? Il faut comprendre qu'à l'époque, la plupart des moteurs fonctionnaient avec des pistons. Oui. Le moteur rotatif de Wankel lui utilisait un rotor triangulaire qui tournait dans une chambre ovale. Ce système plus compact et plus léger permettait au moteur de monter très haut dans les tours, ce qui donnait à la RX-7 une sonorité et des sensations de conduite uniques. Ouais, cette sonorité si particulière. On dirait presque une turbine d'avion, mais ce moteur avait aussi ses inconvénients, non? Oui, bien sûr, le principal inconvénient, c'était la consommation de carburant qui était assez élevée. Ah, Et puis la fiabilité n'était pas toujours au rendez-vous. Le moteur rotatif était plus sensible à l'usure que les moteurs à piston et il nécessitait un entretien plus rigoureux. donc la première RX-7, c'est une voiture légère, agile, avec un moteur unique en son genre. Mais est-ce qu'elle a rencontré le succès dès son lancement? Oh que oui, Mazda a vendu près d'un demi-million d'exemplaires de cette première génération. Elle a séduit les amateurs de sportifs par son design original, son agrément de conduite et son prix abordable. La RX-7 s'est imposée comme une alternative crédible aux sportives européennes, souvent plus chères et plus conventionnelles. Et en compétition, comment s'est-elle comportée? Dès ses débuts, la RX-7 a brillé sur les circuits. Sa légèreté et son agilité lui ont permis de remporter de nombreuses victoires, notamment aux États-Unis en IMSA. Elle a même remporté les 24 heures de Daytona à plusieurs reprises, qui n'est pas rien.
C'est impressionnant. Donc la première génération de la RX-7 a vraiment marqué les esprits, mais Mazda ne s'est pas arrêté, elle, n'est-ce pas? Ils ont continué à faire évoluer la RX-7 et en 1985, ils ont lancé la deuxième génération de la FC. Exactement. La FCA, c'est une évolution importante par rapport à la première génération. Elle est plus grande, plus confortable, plus raffinée. On sent que Mazda a voulu la rendre plus accessible à un public plus large, tout en conservant son ADN sportif. Et en termes de design, qu'est-ce qui change sur cette deuxième génération? Le style de la FC s'éloigne un peu de la Porsche 924 pour se rapprocher de la 944. On retrouve des lignes plus anguleuses, plus modernes. Elle est aussi beaucoup plus aérodynamique avec un CX de 0,31, ce qui était très performant pour l'époque. Et sous le capot, qu'est-ce qu'on trouve toujours le moteur rotatif? Oui, bien sûr, on retrouve le 13B, mais il est disponible en plusieurs versions atmosphériques ou turbo-compressées. La version turbo, c'est la plus performante, avec 182 chevaux sur les modèles américains. Elle est reconnaissable à sa prise d'air sur le capot qui alimente l'intercoolé. 182 chevaux, ça commence à causer. Et en termes de comportement routier, qu'est-ce que ça donne? La RC est plus lourde que la première génération, mais elle est aussi plus rigide et plus stable. La suspension a été revue avec notamment l'apparition d'un système de direction à crémaillère plus précis. Et la version turbo est équipée de l'ABS, une première sur une RX-7. Et en plus de la version coupée, la deuxième génération a aussi eu droit à sa version cabriolet, n'est-ce pas? Tout à fait, le cabriolet arrive en 1988 et il est vraiment élégant. Imaginez, vous les cheveux au vent bercés par la sonorité unie du moteur rotatif. Le rêve. Mais avant de s'envoler vers des contrées ensoleillées, j'aimerais qu'on parle d'une version un peu spéciale de l'AFC en Australie. Il y a eu une série limitée de 250 exemplaires allégés un peu dans l'esprit de la première génération, non? Ah oui, la version sport. Oui, ils ont supprimé la direction assistée des vitres électriques, l'essuie-glace arrière, tout ce qui n'était pas indispensable pour gagner du poids et retrouver la pureté de la première RX-7, un vrai collector aujourd'hui. On peut dire que Mazda a vraiment exploré toutes les facettes de la RX-7 avec cette deuxième génération, mais comme vous le savez, l'histoire ne s'arrête pas là. En 1982, Mazda a frappé un grand coup en lançant la troisième et dernière génération de la RX-7, la FD. Et là, on entre dans une autre dimension maintenant. Absolument. La FD, c'est l'apogée de la RX-7. Elle représente le summum de la performance et du design. C'est une voiture qui a marqué les esprits et qui continue de fasciner les passionnés aujourd'hui. Alors racontez-nous tout, qu'est-ce qui rend la FD si spéciale? Tout d'abord, son design. La FD est tout simplement magnifique. Ses lignes sont incroyablement fluides et modernes. Même aujourd'hui, on dirait qu'elle a été sculptée par le vent. Et puis, il y a ces fameux phares escamotables qui donnent un regard tellement expressif. Oui, la FD a un charisme incroyable. On dirait une bête sauvage, prête à bondir. Et sous cette carrosserie de rêve, qu'est-ce qu'on trouve? Le cœur de la FD, c'est le 13B REW, un moteur birotor biturbo qui développe 255 chevaux, voire 280 sur les dernières versions japonaises. Imaginez 280 chevaux pour un moteur de 1,3 litres, c'est une prouesse technologique incroyable. Waouh, 280 chevaux, ça devait envoyer du lourd, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est la façon dont ce moteur délivre sa puissance. Il paraît que c'est d'une linéarité et d'une douceur incroyable. C'est vrai, le système de double turbo est très sophistiqué. Oui. Il permet d'avoir une poussée progressive et puissante sur toute la plage de régime. On n'a pas cet effet coup de pied aux fesses qu'on peut avoir sur certains moteurs turbo. La puissance arrive de manière fluide et continue, ce qui rend la conduite de la FD très agréable et addictive. C'est ce qu'on appelle avoir du couple à revendre. Et en termes de comportement routier, qu'est-ce que ça donne? J'imagine que la FT devait être un vrai scalpel sur circuit. Ok, oui, la FD est réputée pour sa tenue de route exceptionnelle. Elle est très légère, très rigide et très bien équilibrée. Elle est capable d'enchaîner les virages à des vitesses hallucinantes tout en restant facile à contrôler. C'est une voiture qui donne confiance à son pilote et qui permet de se faire vraiment plaisir au volant. J'imagine le sourire qu'on devait avoir en sortant d'un circuit au volant de cette voiture. Mais avant de s'emballer, j'aimerais qu'on parle des différentes versions de la FT. Il y a eu quelques séries spéciales, non? Oui, bien sûr, il y avait la Type RL, la Type RRZ, et la plus rare et la plus recherchée de toute la Spiritro, celle-ci, c'est un véritable collector. Aujourd'hui, elle a été produite à seulement 1500 exemplaires et elle représente le summum de la performance pour la FD. La Spirit Air, c'est un peu la Graal pour les fans de RX-7, mais toutes les FD, quelle que soit leur version, ont un point commun. Elles sont devenues des icônes. Comment expliquer un tel succès? Je pense que la FD a su capter l'esprit de son époque, le début des années 90. C'était l'âge d'or des sportifs japonaises. On avait des voitures comme la Honda NSX, la Toyota Supra, la Nissan Skyline GT-R et la FD, avec son design futuriste, son moteur rotatif unique en son genre et ses performances de pointe, a su s'imposer comme une des reines de cette catégorie. Et elle est rapidement devenue une star
du cinéma et des jeux vidéo, ce qui a contribué à sa popularité. Absolument, la FD, c'est plus qu'une voiture, c'est une icône de la culture, une voiture qui a fait rêver toute une génération. On voit que les FD, c'est vraiment une voiture à part, mais malgré son succès, sa production s'est arrêtée en 2002. Qu'est-ce qui a causé la fin de cette légende? Il y a plusieurs facteurs qui ont conduit à la disparition de la FD. Le marché des sportives avait beaucoup évolué au début des années 2000. La concurrence était devenue plus féroce avec l'arrivée de nouveaux modèles plus puissants, plus sophistiqués, souvent moins chers. Et puis il y a eu problème des normes anti-pollution qui sont devenues de plus en plus strictes. Le moteur rotatif, malgré ses qualités, a toujours du mal à respecter ces normes. C'est vrai. Et puis, il ne faut pas oublier que le moteur rotatif est plus complexe, plus coûteux à produire qu'un moteur à piston classique, dans un contexte économique difficile. Il était devenu difficile pour Mazda de justifier la production d'un moteur aussi atypique. C'est la fin d'une époque. La disparition de la FDI, c'est un peu comme la fin d'un rêve. Mais la RX-7 a laissé derrière elle un héritage incroyable. Elle a marqué l'histoire de l'automobile et elle continue de fasciner les passionnés du monde entier. Absolument, la EX7, c'est plus qu'une voiture, c'est une légende qui ne s'éteindra jamais. Et cette légende, elle est en grande partie due au moteur rotatif, ce moteur si particulier qui a fait la renommée de la RX-7. Mais au fait, comment fonctionne exactement ce moteur? On a parlé de rotor de chambre ovale, mais j'avoue que ce n'est pas très clair pour moi. Pas de problème, je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Imaginez un triangle qui tourne à l'intérieur d'un ovale. Ce triangle, c'est le rotor, et l'ovale, c'est la chambre de combustion. Ok, je visualise et comment ça produit de l'énergie. Le rotor, en tournant, comprime le mélange air-essence dans la chambre de combustion. Ensuite, la bougie d'allumage déclenche l'explosion, ce qui fait tourner le rotor encore plus vite. Et ce mouvement rotatif est transmis aux roues via la transmission. Alors d'accord, je comprends mieux, maintenant c'est vraiment un système ingénieux. Mais pourquoi Mazda a-t-il été le seul constructeur à persévérer avec ce type de moteur? C'est une bonne question. Il faut savoir que le moteur rotatif a beaucoup d'avantages. Il est plus compact, plus léger et plus puissant qu'un moteur à piston de cylindrée équivalente. Il produit aussi moins de vibrations, ce qui le rend plus agréable à utiliser. Mais il a aussi ses inconvénients, comme on l'a vu. Il consomme beaucoup de carburant. Il est plus polluant et il est plus difficile à entretenir. Je vois donc que c'est un moteur qui a beaucoup de potentiel, mais qui est aussi très exigeant, ce qui explique pourquoi la plupart des constructeurs ont abandonné. Exactement. Mais Mazda a toujours cru en ce moteur et ils ont continué à l'améliorer au fil des années. Ils ont réussi à le rendre plus fiable, plus performant et plus propre. Malheureusement, ce n'était pas suffisant pour le sauver de la disparition. C'est vraiment dommage le moteur rotatif, c'est une technologie fascinante. J'espère qu'on le reverra un jour sur une voiture de série. Moi aussi, ce serait un beau clin d'œil à l'histoire de la RX-7. En attendant, on peut toujours se consoler en admirant les anciens modèles. La RX-7, c'est une voiture qui a une valeur sentimentale très forte pour beaucoup de passionnés. Oui, c'est une voiture qui évoque des souvenirs, des émotions. C'est une voiture qui a marqué une époque. Et c'est une voiture qui continue de faire rêver aujourd'hui. Absolument, la RX-7, c'est une légende. Eh bien, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de la RX-7 pour cette première partie. On a vu qu'elle était née d'un pari osé, proposer une voiture sportive avec un moteur rotatif, une technologie encore méconnue. À l'époque, on a retracé son évolution à travers 3 générations chacune, avec sa personnalité et ses innovations. Et on a compris pourquoi l'AFD, la dernière génération, était devenue une véritable icône. Oui, on a vu que la RX-7 était bien plus qu'une simple voiture de sport. C'était une voiture qui avait une âme, un caractère unique. Alors pour la deuxième partie, on va s'intéresser de plus près à la carrière sportive de la RX-7. On va voir qu'elle a brillé sur les circuits du monde entier, remportant de nombreuses victoires et de nombreux titres. On va parler de ses exploits en IMSA en Europe, en Australie. On va aussi évoquer son record de vitesse sur le lac salé de Bonneville. Et on va aussi parler de l'impact de la RX-7 sur la culture automobile, notamment au Japon. On va voir qu'elle est devenue une véritable icône, une source d'inspiration pour les tuneurs et les pilotes de drift. Alors restez bien avec nous pour la suite de ce deep dive. Alors prêt à plonger dans l'univers de la compétition? Complètement. On a vu que la RX-7 était une voiture performante sur le papier, mais j'ai hâte de découvrir comment elle s'est réellement comportée sur les circuits face à la concurrence. Eh bien, accrochez-vous parce que la RX-7 a un palmarès impressionnant. Dès sa première génération, elle a montré qu'elle était capable de rivaliser avec la meilleure sportive du moment. On a évoqué tout à l'heure ses victoires en IMSA aux États-Unis. C'était un championnat très relevé à l'époque. Absolument. L'IMSA, c'était un peu le terrain de jeu des constructeurs comme Porsche, Chevrolet, BMW. Oui. Et la petite RX-7, avec son moteur rotatif et son poids-plume, a réussi à s'imposer face à ces géants de la compétition. J'imagine que ça a dû créer la surprise. Oui, au début, beaucoup de gens sous-estimaient la RX-7. Ils pensaient que c'était juste une petite sportive exotique sans grand potentiel en course, mais ils ont vite déchanté. Et quelles étaient les clés de son succès en IMSA? La RX-7 avait plusieurs atouts dans sa manche. Tout d'abord, son poids léger.
Avec un peu plus d'une tonne sur la balance, elle était beaucoup plus agile que ses rivales qui étaient souvent plus lourdes et plus encombrantes. Oui, on a vu que la légèreté, c'était un des principes fondamentaux de la RX-7. Exactement. Et puis, il y avait son moteur rotatif qui était très puissant pour sa cylindrée. Il montait très haut dans les tours, ce qui permettait à la RX-7 d'accélérer très fort et d'atteindre des vitesses de pointe élevée. Donc une voiture légère, agile, puissante, la recette parfaite pour briller sur circuit. C'est ça. Et il ne faut pas oublier le talent des pilotes qui étaient au volant de la RX-7 à attirer des pilotes de renom comme Pete Halsmer, Bob Akin ou Elliott Forbes Robinson, des pilotes qui ont su exploiter tout son potentiel et la mener à la victoire. Et au-delà de l'IMSA, est-ce que la RX-7 a connu le succès dans d'autres championnats? Oui, absolument. Elle a brillé en Europe, notamment en remportant les 24 heures de Spa en 1981. C'était la première fois qu'une voiture japonaise remportait cette course mythique. Waouh, quelle performance! J'imagine que ça a dû faire sensation à l'époque. Oui, c'était une véritable consécration pour Mazda et pour l'industrie automobile japonaise en général. Ça a prouvé que les Japonais étaient capables de produire des voitures de course aussi performantes que les Européens. Et cette victoire à Spa, elle a été obtenue avec quelle version de la RX-7? C'était une RX-7 de première génération préparée par l'écurie britannique Tom Walkinshaw Racing. Ah, TWR, c'est une équipe qui avait beaucoup d'expérience en compétition automobile et ils ont su tirer le meilleur de la RX-7. Et quand on se connaît, qui se sont-ils battus pour la victoire? Ils ont dû affronter des BMW 536, des Ford Capri, des voitures très performantes et très fiables, mais la RX-7, avec son agilité et sa puissance, a réussi à les devancer. j'imagine que ça a dû être une course palpitante. Ok, oui, je vous conseille d'ailleurs de regarder des vidéos de cette course sur Internet. C'est vraiment impressionnant de voir la RX-7 se battre pour la victoire face à des voitures plus puissantes. Et après cette victoire à Spa, est-ce que la RX-7 a continué à briller en Europe? Oui, il a participé à d'autres courses, mais sans obtenir de résultats aussi probants. Il faut dire que la concurrence était très rude et que les budgets des équipes européennes étaient souvent plus importants que celui de Mazda. Je vois, mais la RX-7 n'a pas limité ses exploits à l'Europe et aux États-Unis. On a vu qu'elle a aussi brillé en Australie. Oui, elle a remporté le championnat australien des voitures de tourisme en 1983. Et elle a aussi participé à des rallyes, notamment au championnat du monde des rallyes, avec une 3e place au rallye de l'Acropole en 1985. Une 3e place au rallye de l'Acropole, c'est pas mal du tout. C'est une course très difficile réputée pour ses spéciales sinueuses et ses conditions météo imprévisibles. Oui, c'est une performance qui montre la polyvalence de la RX-7. Elle était capable de briller sur circuit, mais aussi sur les routes de rallye. Et en plus de toutes ces victoires en course, la RX-7 a aussi établi un record de vitesse sur le lac Salé de Bonneville en 1986. Oui, elle a atteint la vitesse de 383,64 km/h, ce qui était un record pour une voiture japonaise à l'époque. Wow, 383 km/h. J'imagine qu'il fallait avoir les nerfs solides pour piloter une voiture à cette vitesse sur le lac Salé. Oui, c'est un exploit qui demande beaucoup de courage et de talent. On voit que la RX-7 a vraiment marqué l'histoire du sport automobile. Ses victoires et ses records ont contribué à sa légende. Absolument, la RX-7, c'est bien plus qu'une simple voiture de sport, c'est une véritable machine de course qui a prouvé sa valeur sur les circuits du monde entier. Et cette passion pour la compétition, on la retrouve aussi chez les fans de RX-7. Non. Oui, la RX-7 a une communauté de fans très active qui s'investit beaucoup dans la préparation et la modification de leur voiture. On a parlé tout à l'heure du tuning. Et la RX-7, c'est une voiture qui se prête bien à ce genre de modification. Oh que oui, son moteur rotatif est très facile à modifier. Et il y a une multitude de pièces disponibles sur le marché pour augmenter sa puissance et améliorer ses performances. Et est-ce que ces modifications sont uniquement esthétiques ou est-ce qu'elles permettent réellement d'améliorer les performances de la voiture? Les deux, bien sûr. Il y a des gens qui modifient leur RX-7 uniquement pour l'esthétique, pour lui donner un look plus agressif ou plus original. Mais il y a aussi beaucoup de passionnés qui cherchent à améliorer les performances de leur voiture, que ce soit pour la route ou pour la piste. Et quelles sont les modifications les plus courantes sur une RX-7? Il y a beaucoup de possibilités. On peut modifier l'admission d'air l'échappement, la cartographie du moteur. On peut aussi installer un turbocompresseur plus gros, un intercoolé plus performant, des injecteurs plus gros. Et bien sûr, on peut modifier les suspensions, les freins, les pneus. Donc il y a vraiment de quoi faire pour personnaliser la RX-7 et à la rendre unique. Exactement. Et c'est ce qui fait le charme de cette voiture. Elle offre une multitude de possibilités de personnalisation, ce qui permet à chaque propriétaire de créer une voiture à son image. Et est-ce que Mazda a encouragé cette culture du tuning autour de la RX-7? Oui, dans une certaine mesure, Mazda a toujours été sensible à la passion des fans pour la RX-7 et ils ont souvent collaboré avec des préparateurs pour proposer des versions spéciales de la voiture. Par exemple, Il a eu la RX-7 Mazda Speed, qui était une version préparée par le département en compétition de Mazda. Elle était équipée d'un moteur plus puissant de suspension sport et d'un kit carrosserie spécifique. Et cette version a été vendue par les réseaux Mazda.
Oui, elle était disponible chez les concessionnaires Mazda au Japon et aux États-Unis. Donc on peut dire que Mazda a joué un rôle important dans le développement de la culture du tuning autour de la RX-7. Oui, c'est certain. Et cette culture du tuning a contribué à la légende de la X7. Elle a montré que c'était une voiture qui avait un potentiel énorme et qu'elle pouvait être personnalisée à l'infini. Et cette passion pour la RX-7, elle se limite au Japon ou est-ce qu'elle est présente dans le monde entier? La RX-7 a des fans partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Australie, partout. Où elle a été vendue, elle a suscité l'admiration et la passion. Et comment expliquer cet engouement mondial pour la RX-7? Je pense que c'est dû à plusieurs facteurs. Tout d'abord, son design. La RX-7 a toujours eu un look sportif et élégant qui a su traverser les époques. Ensuite, ses performances. Elle a toujours été une voiture très performante, capable de rivaliser avec les meilleurs sportifs du moment. Et enfin, son moteur rotatif, c'est un moteur qui a un charme unique, une sonorité et des sensations de conduite que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. On comprend mieux pourquoi la RX-7 est devenue une icône, mais au-delà de ses qualités intrinsèques, je pense qu'elle représente aussi quelque chose de plus profond. Oui, je suis d'accord. La RX-7, c'est un symbole de l'audace et de la passion de Mazda. C'est une voiture qui a été conçue par des ingénieurs qui ont cru en leurs rêves, qui ont osé faire les choses différemment. Et cette passion, on la ressent quand on conduit une RX-7. C'est une voiture qui vous donne envie de rouler, de prendre la route, de vivre l'instant présent. C'est une belle conclusion. Le RX-7, c'est plus qu'une voiture, c'est une philosophie, un mode de vie. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'elle continuera à fasciner les passionnés d'automobile pendant encore de nombreuses années. Alors après cette exploration approfondie de la RX-7 et de ses exploits sportifs, j'ai l'impression d'en savoir beaucoup plus sur cette voiture mythique. Moi aussi, c'est toujours un plaisir de parler de la RX-7. Dans la prochaine partie, j'aimerais qu'on se penche sur un sujet qui me fascine particulièrement, le design de la RX-7. Comment a-t-il évolué au fil des générations? Quelles ont été les inspirations des designers? Et surtout, qu'est-ce qui rend le design de la RX-7 si intemporel? Avec plaisir, on va décortiquer l'évolution stylistique de la RX-7, des lignes fluides de la première génération jusqu'aux courbes acérées de la FD. Restez avec nous, on vous promet un voyage fascinant à travers l'histoire du design automobile. Alors, on a parlé de la mécanique de la RX-7, on a vu ses performances sur circuit. Maintenant, parlons un peu de son look. Ah oui! La RX-7, c'est aussi une voiture qui a marqué les esprits par son style, prêt à explorer l'évolution de son design au fil des générations. Carrément, chaque génération a su refléter son époque, tout en gardant l'ADN sportif de la voiture. On commence avec la première génération, la SAFB. Elle arrive en 1968 avec un style assez fluide. Donc on peut dire qu'elle était en avance sur son temps, non? Oui, tout à fait. À l'époque, beaucoup de sportives étaient très anguleuses, très géométriques. Oui. La RX-7, elle a choisi des formes plus douces, plus arrondies. Mhm. Et on parlait de la Porsche 924. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a influencé le style de cette première RX-7? Oui, clairement, on retrouve cette ligne de toit fuyante, cette lunette arrière enveloppante, et puis ce profil cuniforme très caractéristique. Et puis il y a ces fameux phares escamotables qui lui donnent un look si particulier. Ah oui, les phares escamotables. Oui. Un élément de style très populaire à l'époque. Ça permettait d'avoir un capot très bas, ce qui améliorait l'aérodynamisme. Et puis avouez que ça lui donnait un côté mystérieux, presque agressif quand ils étaient ouverts. Oui, comme un félin prêt à bondir. Et à l'intérieur, c'était comment? L'intérieur, assez simple, mais efficace. 2 sièges baquets à l'avant, une petite banquette à l'arrière plus symbolique qu'autre chose. Un tableau de bord assez classique, avec un grand contour au centre et un volant à 3 branches. Donc un intérieur sobre à l'image du design extérieur. Oui, une sobriété qui n'enlève rien au charme de la voiture. Exactement. On passe à la deuxième génération, la FC, qui arrive en 1985. Là, on a un style plus moderne, plus sophistiqué. On sent que Mazda a voulu monter en gamme. La FC abandonne les rondeurs de la première génération pour des lignes plus tendues, plus anguleuses. On sent l'inspiration de la Porsche 944 cette fois-ci, Oui. avec un profil plus large, plus musclé. On retrouve aussi ces éléments de style typiques des années 80, les larges pare-chocs en plastique, les bas de caisse proéminents. Oui, c'est vrai, mais elle garde une certaine fluidité dans ses lignes, notamment avec cette ligne de caisse qui remonte vers l'arrière et la lunette arrière très inclinée, Oui. qui lui donne un profil très dynamique. Et toujours ces phares escamotables. Bien sûr, ils sont encore mieux intégrés au design quand ils sont fermés. On dirait qu'ils font partie du capot. Et l'intérieur, qu'est-ce qui change par rapport à la première génération? L'intérieur est plus spacieux, plus confortable et plus luxueux. On a des matériaux de meilleure qualité, le tableau de bord est plus ergonomique. Mazda a vraiment voulu que la FC soit plus agréable au quotidien. Mazda a franchi un cap avec cette deuxième génération. Oui. On sent que les FC est plus abouti. Plus mature, elle a séduit un public
plus large, elle était plus confortable, plus pratique et plus performante que la première génération. Et en 1992 arrive la troisième et dernière génération, la FD. Ah, la FD. Là, on peut dire que Mazda a frappé fort niveau design. Un chef-d'œuvre du design automobile, ses lignes sont magnifiques, on dirait qu'elle a été sculptée par le vent. Incroyablement fluide, organique, presque sensuel. Hmm. On est loin des designs anguleux de la première génération. Oui, la FD, c'est une voiture qui dégage une émotion incroyable. On a envie de la toucher, de la caresser du regard, ses proportions parfaites, ce long capot, l'habitacle reculé, cette poupe courte et musclée. Et ses phares escamotables, Ah oui! qui lui donnent ce regard de fila. On dirait qu'elle nous observe, prête à bondir. Les phares escamotables, la signature de la RX-7 et sur la FD, ils sont parfaitement intégrés au design quand ils sont fermés. Ils disparaissent complètement dans la carrosserie. Et l'intérieur, est-ce qu'il est à la hauteur du design extérieur? L'intérieur de la FD, c'est un cockpit, tout est tourné vers le conducteur. Le tableau de bord est enveloppant, les sièges baquets sont très sportifs et le petit volant à 3 branches tombe parfaitement sous la main. Mazda a vraiment voulu créer une voiture qui donne des sensations fortes. Oui. Aussi bien visuellement qu'au niveau de la conduite. La FD a été conçue pour le plaisir de conduire et son design à la fois agressif et élégant reflète cette philosophie. La FD, c'est une voiture à part et elle a un charisme incroyable et son design a marqué l'histoire de l'automobile. Oui, elle est considérée comme une des plus belles voitures japonaises. Et ce qui est incroyable, c'est que son design n'a pas vieilli. Elle est toujours aussi belle aujourd'hui. C'est ça, un grand design intemporel comme la FD. On a fait le tour de l'évolution du design de la RX-7. On a vu qu'elle a su se réinventer à chaque génération, tout en gardant son ADN sportif et élégant de la première génération inspiré par la Porsche 924 à la FD chef-d'œuvre du bio-design. La RX-7 a toujours surpris par son style unique et intemporel. Une voiture qui restera dans les mémoires comme une des plus belles sportives. Et son design a joué un rôle important dans le succès de la RX-7. Oui, le design, c'est ce qui attire l'œil, ce qui donne envie d'en savoir plus. Et la RX-7, avec son look si particulier, a su séduire les passionnés du monde entier. Et elle continue de fasciner aujourd'hui. La RX-7 est devenue une icône. On la voit dans les jeux vidéo au cinéma, dans les magazines, Oui, partout. la preuve que son design a marqué les esprits. Une voiture avec un charisme indéniable. Pour conclure ce deep dive consacré à la Mazda RX-7, je dirais que c'est une voiture qui m'a toujours fasciné et après avoir vu son histoire, son design, son moteur, ses performances, je suis encore plus convaincu que c'est une voiture exceptionnelle. Oui, la RX-7 est bien plus qu'une simple voiture de sport, c'est une légende, une icône de l'automobile. Une voiture qui nous apprend beaucoup sur la passion, l'innovation et le dépassement de soi. Oui, Mazda a osé faire les choses différemment avec la RX-7 et ils ont créé une voiture qui a marqué l'histoire. Merci beaucoup pour toutes ces informations, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Avec plaisir, j'ai adoré partager ma passion pour la RX-7 avec vous. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce deep dive consacré à la Mazda RX-7. J'espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur d'une légende de l'automobile. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles, c'est tous les jours. On se retrouve demain pour une nouvelle plongée dans l'histoire d'une autre voiture mythique. À bientôt.